Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Aujourd'hui nous abordons le domaine 2 du programme de l'examen, la stabilité et la flottabilité des navires. Dans une première émission, Pierre Fabre va nous présenter les conditions pour qu'un navire flotte. Plus précisément, nous introduirons la notion de poussée d'Archimède, que vous connaissez en tout cas de nom, et vous verrez comment cette poussée d'Archimède permet au navire de flotter, mais aussi vous découvrirez les principes de la plongée sous-marine. Un grand merci à toi Pierre, et bonne émission à toutes et à tous. Je vais aborder dans cette vidéo la première partie du thème 2 du programme du Bimer qui se nomme flottabilité, stabilité, sécurité du plongeur. Les points traités sont ceux qui apparaissent encadrés dans la partie du programme. Le sommaire de cette étude est le suivant, que nous terminerons en annexe avec la flottabilité du plongeur en scaphandre autonome, c'est-à-dire un plongeur avec des bouteilles. Alors il vous est certainement déjà arrivé de vous poser les questions suivantes. Pourquoi des objets très lourds comme un paquebot flottent-ils alors qu'une simple pièce de 1 euro coule? Pourquoi les poissons, les mammifères marins, les plongeurs ou les sous-marins par exemple peuvent monter ou descendre dans l'eau? Autrement dit, aussi, pourquoi un objet porté dans l'eau nous paraît-il toujours plus léger? Mais c'est Archimède, approximativement 300 ans avant Jésus-Christ, qui proposa des réponses à ces questions en formulant ce principe connu sous le nom de principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale dirigée de bas en haut, égale au poids du fluide qu'il déplace. Ce principe sera utilisé par la suite pour établir l'expression de la poussée d'Archimède. Alors nous allons essayer de mettre en évidence ce principe d'Archimède avec une expérience toute simple. Dans cette petite vidéo, la balle de golf qui tombe sous l'effet de l'attraction terrestre, c'est-à-dire de son poids, est ramenée à la surface par l'action vers le haut de l'eau sur la balle. Bon, à noter quand même que cette balle de golf est un peu spéciale puisqu'elle flotte et est en effet plus légère qu'une balle classique. On va essayer de comprendre un petit peu comment représenter ces actions mécaniques. Donc si on cherche à représenter de manière très simple les actions de la terre et de l'eau sur la balle, on aura donc le poids qui va entraîner la balle verticalement vers le bas et la poussée d'Archimède qui, au contraire, va pousser verticalement vers le haut notre balle. On va essayer de passer ensuite de la notion d'action mécanique à celle de vecteur force. Donc on sait que quand un objet va agir sur un autre, il y aura une action mécanique. Ici, quand l'eau va agir sur la balle ou sur un bateau, il y aura donc action mécanique de l'eau, on dit de l'acteur ou du donneur, sur la balle, qui sera le receveur. Et dans l'exemple ci-dessous, l'action de l'eau sur la balle est une action de contact, répartie sur toute la surface immergée de la balle, qu'on voit en bleu ici. Et ces petites flèches vont représenter l'action que va avoir l'eau sur notre balle. L'action de la planète Terre sur la balle, quant à elle, est une action à distance qui va être répartie sur toute la matière de la balle, avec les petites flèches que vous avez ici et qui sont orientées vers le bas. Par la suite, ces actions mécaniques, pour être plus facilement visualisées, seront présentées, modélisées par un vecteur force. Un vecteur force est un segment orienté qui va se noter F pour force, on mettra éventuellement une autre lettre avec une flèche pour montrer que c'est un vecteur, en précisant quel est l'acteur et quel est le receveur. Et ce vecteur force aura des caractéristiques. Sa première caractéristique concerne son point d'application, qui est le point d'origine, choisi pour tracer le vecteur. Donc ici on a pris le point M par exemple. Sa direction, qu'on appelle aussi droite d'action, qui est celle de l'action mécanique. Donc on voit ici en pointillé notre droite d'action, notre direction. Vous avez ensuite son sens, ça va être le sens de l'action mécanique, est-ce que c'est vers le haut, vers la droite, vers la gauche, etc. etc. Ici on descend un petit peu vers la droite, et le sens sera donné par la flèche, et sa norme ou sa valeur, intensité, qui va se noter F, donc toujours de l'acteur sur le receveur, mais cette fois-ci sans la flèche, qui va se mesurer à l'aide d'un dynamomètre qu'on va voir par la suite et qui aura pour unité le Newton, symbolisé par la lettre N.
Voilà comment on mesure l'intensité d'une force. Vous avez soit un dynamomètre vertical, donc l'objet est suspendu en crochet qu'on ne voit pas ici, ou un dynamomètre circulaire. L'action de l'objet se fait également par le fil et un crochet qu'on verra d'ailleurs par la suite. Le vecteur poids de symbole P avec une flèche, puisque c'est une force, un vecteur force. Donc si on a un objet de masse m à la surface ou au voisinage de la Terre, celui-ci va subir une attraction de la Terre, et le poids, et donc la force qui modélise l'action à distance de la Terre sur cet objet. Son expression vectorielle est la suivante, donc P, le poids, le vecteur poids, dont l'intensité est en newton, m c'est la masse de l'objet en kilogrammes, et g c'est le vecteur champ de pesanteur, dont la valeur en moyenne est autour de 9,81 newton par kilo. Gramme. Les caractéristiques du vecteur P sont les suivantes, comme on a vu tout à l'heure. Il y aura la direction ça sera la verticale. Le point d'application G qui est le centre de gravité, qu'on voit ici apparaître au niveau de notre balle. Le sens, bien on l'a dit, c'est vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. On notera notre vecteur avec donc une flèche orientée, un segment orienté dont la longueur sera proportionnelle à sa valeur, avec à côté la lettre P et une flèche, et la valeur de ce poids est égale à m fois g, m la masse et g la valeur 9,81, donc du champ de pesanteur. Posons-nous la question, comment déterminer la valeur de la poussée d'Archimède? À l'aide de cette petite vidéo d'expérience, où on va utiliser un objet qui a une masse de 250 grammes, dont on va mesurer le poids dans l'air. Donc ce poids est de 2,5 newtons sur le dynamomètre. Et nous allons ensuite mettre cet objet, cette masse marquée de 250 grammes, dans de l'eau, que nous avons colorée ici juste pour la voir un petit peu mieux. Et nous allons nous rendre compte que la valeur de la force exercée par la masse sur le dynamomètre, cette fois-ci, ne vaut plus 2,5 newtons, mais 2,1 newtons. Cette force est le poids apparent, qui vaut donc ici 2,1 newtons. Cette différence entre le poids réel, c'est-à-dire le poids dans l'air, et la valeur du poids de l'objet dans l'eau, le poids apparent, va correspondre à la valeur de notre poussée d'Archimède que nous avons notée FA. Donc si on s'intéresse qu'aux valeurs de ces forces, la poussée d'Archimède FA sera égale au poids réel P moins le poids apparent PA, ce qui dans notre cas, avec un poids de 2,5 newtons et un poids apparent de 2,1 newtons, nous donne une poussée d'Archimède dont la valeur sera de 0,4 newtons. De quel paramètre peut encore dépendre la poussée d'Archimède? Nous allons faire une deuxième vidéo d'expérience en prenant un objet toujours de 250 grammes, mais dont le volume est bien différent cette fois-ci, le volume est plus important. La valeur de son poids sera toujours de 2,5 newtons, puisqu'il a une masse de 250 grammes. Et on va également mesurer le poids apparent de cet objet dans l'eau, en le plaçant sur le dynamomètre. Et cette fois-ci, le poids apparent n'est que de 1 newton. Ce qui veut dire que notre poussée d'Archimède, dans ce cas, est de 1,5 newton. On voit bien que la valeur de la poussée d'Archimède va dépendre du volume immergé de l'objet qui correspond au volume de fluide déplacé par l'objet. Et à masse constante, ici de 150 grammes, la valeur de la poussée d'Archimède augmentera donc et sera proportionnelle au volume immergé s'il augmente. Deuxième vidéo d'expérience où nous allons nous intéresser au comportement d'un objet, ici un petit tube à hémolyse rempli d'un petit peu d'eau colorée, que l'on place d'abord dans de l'eau salée. Donc voilà notre petit objet. Notre eau salée qui a ici une masse volumique de 1050 kg par mètre cube. On s'aperçoit que notre objet flotte. On va réitérer l'opération après avoir séché notre petit objet de manière à ce que sa masse reste constante. Et nous allons l'introduire dans de l'eau, cette fois-ci douce, qui a une masse volumique de 1000 kg par mètre cube, et on s'aperçoit assez rapidement que notre objet coule. Ce qui veut dire que l'intensité de la poussée d'Archimède va dépendre de la nature du liquide dans lequel l'objet va être immergé.
et plus précisément de sa masse volumique, c'est-à-dire la masse volumique du fluide. La masse volumique est définie comme étant le quotient de la masse du fluide sur son volume. Elle se note par la lettre grecque ρ, donc ρ du fluide sera égal à la masse du fluide pour un volume de fluide, avec comme unité ρ en kg par mètre cube, la masse en kg et le volume en mètre cube, ce qui veut dire que si la masse volumique du fluide augmente, la poussée d'Archimède va elle aussi augmenter. Dernière petite vidéo pour vous vérifier cette fois-ci que la poussée d'Archimède ne va pas être fonction de la masse de l'objet. On prend une première bille en métal qui a une masse de 97,4 grammes. Cette bille en métal va ensuite être immergée dans de l'eau. Donc d'abord on mesure son poids, on voit que son poids est de 1 newton, et ensuite elle va être immergée dans de l'eau, et son poids apparent sera de 0,8 newton, soit une poussée d'Archimède dont la valeur sera de 0,2 newton. On réitère l'opération avec une bille qui a exactement le même volume, mais qui aura une masse légèrement supérieure de 115,5 newton. Son poids est approximativement de 1,2 newton. Son poids apparent est quant à lui de 1 newton, soit une poussée d'Archimède qui vaut également 0,2 newton. Autrement dit, il n'y a pas eu de variation entre les deux. Ce qui veut dire qu'à volume immergé constant, la valeur de la poussée d'Archimède ne dépend pas de la masse de l'objet. Donc les seules grandeurs qui vont nous intéresser pour déterminer la relation, l'expression de la poussée d'Archimède, ce seront l'expression du principe, le principe d'Archimède, la masse volumique du fluide et le volume immergé. Le vecteur force poussée d'Archimède, noté FA avec une flèche. Pour connaître son expression, bien on se rappelle le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale dirigée de bas en haut égale au poids du fluide qu'il déplace. Ce principe peut s'exprimer également de la sorte. Donc la poussée d'Archimède, exercée sur un objet par un fluide de masse volumique ρ, est donc une force opposée au poids du fluide déplacé. Le poids du fluide que l'objet déplace correspond quant à lui à l'expression suivante, donc le poids correspond à la masse du fluide déplacé fois g, la valeur de l'intensité de pesanteur, ce qui peut s'écrire d'après l'expression de la masse volumique du fluide fois le volume de fluide déplacé fois g. Puisque, on le sait, on l'a déjà vu, le volume de fluide déplacé est égal au volume immergé. On peut donc avoir l'expression vectorielle de la poussée d'Archimède qui est FA égale moins ρ du fluide fois le volume immergé ou volume de fluide déplacé fois le vecteur champ de pesanteur, avec donc F qui est une force donc qui s'exprime en newton, la masse volumique du fluide qui est en kg par mètre cube, le volume du fluide déplacé ou le volume immergé en mètre cube, et G dont la valeur est toujours de 9,81 newton par kilo. Dans cette expression, il y a quand même un signe moins. Ce signe moins indique que le vecteur poussée d'Archimède sera opposé au vecteur G. Il est donc orienté, comme le dit le principe, verticalement et vers le haut. Comme précédemment pour le poids, les caractéristiques du vecteur poussée d'Archimède sont un point d'application, qui est le point d'application C qu'on appelle le centre de poussée, et pour les bateaux, qu'on va appeler le centre de carène, la carène étant la partie immergée de la coque du bateau que l'on voit apparaître sur le petit dessin en dessous. La direction sera la verticale, le sens vers le haut, avec une flèche, et le vecteur FA indiqué à côté. Le vecteur FA a une longueur proportionnelle à l'intensité de FA qui est égale donc à la masse du fluide déplacé fois G, ou si vous préférez, la masse volumique du fluide fois le volume immergé fois G. Approfondir, même si ce n'est pas forcément au programme du BIMER, d'où provient la poussée d'Archimède. Il faut se souvenir que sur chaque portion de la surface d'un corps immergé dans un fluide, le fluide exerce une force pressante, F qui est égale à la pression fois la surface de contact entre le fluide et l'objet. Et cette force va augmenter avec la profondeur.
puisque la pression augmente avec la profondeur. On se souvient que dans l'eau, on gagne en pression 1 bar tous les 10 mètres. Donc ici, si on a une sphère, une bille, une balle qui est immergée, on s'aperçoit que tous les points de cette sphère sont soumis à des forces pressantes et que la force F2 est plus grande que la force F1, même si elles ne sont pas orientées de la même manière, tout simplement parce que la pression P2 est supérieure à la pression P1. La somme de ces forces sera verticale vers le haut et la somme de ces forces correspond à la poussée d'Archimède. Donc la différence de pression entre le haut et le bas d'un objet immergé est à l'origine de cette poussée d'Archimède. Que vaut la poussée d'Archimède quand un objet flotte? Nous allons donc chercher à mesurer autrement que par le poids apparent la valeur de la poussée d'Archimède d'un objet. Notre objet ici est un cylindre qui a une masse de 34,81 grammes et nous allons mesurer grâce à un vase de Boudreau ou vase à trop-plein ou encore vase à débordement le volume d'eau déplacé par cet objet. En effet, grâce à cette vidéo, on s'aperçoit que quand on met un objet, ici ma petite balle de golf, dans ce vase, l'eau déborde et on récupère cette eau dans un bécher. Ce bécher est lui-même posé sur une balance. On peut donc déterminer assez facilement, et après un certain temps, la masse de volume d'eau déplacée. Donc nous allons, dans notre exemple, déposer délicatement notre petit cylindre dans ce vase. L'eau déborde et on mesure petit à petit une masse totale d'eau déplacée qui est de 34,86 grammes, ce qui correspond à très peu de choses près, 0,14% même, à la masse de notre objet. On peut donc en conclure que quand la masse d'eau déplacée est égale à la masse de l'objet qui flotte, notre objet donc flotte, et que, surtout, le poids de cet objet sera égal à la poussée d'Archimède. On arrive donc à la notion de flottabilité. On vient de le voir, la flottabilité est dite neutre quand un objet sera en équilibre, et donc sa poussée d'Archimède sera égale à son poids. C'est le cas du bateau ou du nageur avec sa petite bouée en surface. C'est le cas aussi d'un plongeur qui est en équilibre dans l'eau, qui est entre deux eaux, on va dire, qui reste à profondeur constante. C'est un peu l'objet recherché quand on fait de la plongée. La flottabilité sera dite positive quand l'objet va remonter. Donc la poussée d'Archimède, cette fois-ci, sera supérieure au poids. C'est le cas par exemple quand on inspire en plongée ou quand on palme, ou aussi quand on aide quelqu'un en faisant une remontée à l'aide d'un gilet. Et la flottabilité est dite négative quand l'objet coule. Le cas ici d'une pierre lâchée par exemple du bateau qui va couler. Dans ce cas, la poussée d'Archimède est inférieure au poids. Pour un bateau, et pour qu'il flotte, il faut que le volume d'eau déplacé soit égal à son propre poids, autrement dit que la poussée d'Archimède soit égale au poids, et dans ce cas, notre bateau va flotter. Pierre, si j'ai bien compris, pour que le navire flotte, il faut que la poussée d'Archimède exercée par l'eau compense le poids du navire. Pour satisfaire cette condition de flottabilité, le navire doit s'enfoncer dans l'eau. La partie immergée correspond au volume de la carène et je te propose une application de calculer le volume de carène nécessaire à la flottaison d'un navire particulier dont la masse est de 300 tonnes et qui évolue dans l'eau dont la masse volumique est de 1025 kg par mètre cube. Connaissant la masse du navire, on peut trouver le poids du navire qui est égal à la masse de navire multiplié par G, soit ici 2,94 10 puissance 6 newtons. En appliquant le principe de flottabilité, la poussée d'Archimède F1 est égale au poids du navire. On sait que la poussée d'Archimède, c'est le produit de la masse volumique du liquide, ici l'eau, multipliée par le volume de la carène, ce qu'on cherche, multiplié par G. Donc en appliquant P navire égale F1, on peut en déduire le volume de la carène. Et ici, on constate que le volume de carène nécessaire pour que le navire flotte est de 292,7 mètres cubes. Comment faire flotter un objet qui est plus dense que l'eau? Par exemple, avec cette pâte à modeler, cette boule de pâte à modeler, vous voyez, quand on la met dans l'eau, bien elle coule.
On la nettoie un petit peu parce qu'elle est assez grasse. Mais pour la faire flotter, nous allons changer sa forme. Nous allons lui donner une surface de contact avec l'eau beaucoup plus importante. Et donc un volume qui va correspondre à un volume d'eau déplacé qui sera aussi. Et dans ces conditions, on s'aperçoit que notre pâte à modeler flotte. On a donc une poussée d'Archimède qui sera égale à son poids. Que va-t-il se passer maintenant si on ajoute des masses ou si on charge un petit peu notre bateau à pâte à modeler? Donc voilà, on y ajoute des petites boules de pâte à modeler. Une, ça continue de flotter. Deux, ça continue de flotter aussi, même si ça s'enfonce un petit peu. Et si j'ajoute tout le paquet de pâte à modeler, mais on s'aperçoit cette fois-ci que le poids étant supérieur à la poussée, eh bien, notre bateau va couler. Donc si le poids devient supérieur à la poussée d'Archimède, ou si de l'eau rentre dans la coque et remplace l'air qui est contenu, eh bien, notre bateau, cette fois-ci, coule. Nous allons terminer cette étude par un cas particulier où la flottabilité joue un rôle important au niveau de l'évolution en immersion d'un plongeur en bouteille qui va chercher à la fois une flottabilité positive ou négative ou neutre en fonction de ce qu'il veut faire. Il va donc modifier cette flottabilité pour s'équilibrer sous l'eau, et pour cela, il faut qu'il prenne en compte le fait que son poids va varier, puisque sa bouteille d'air comprimé va se vider, son volume, et donc sa poussée d'Archimède diminue avec la profondeur, car sa combinaison en néoprène qui contient de l'air, et son gilet stabilisateur s'écrase. Donc pour pouvoir plonger confortablement, il va utiliser différentes techniques pour s'immerger, pour savoir utiliser correctement son gilet stabilisateur et pour aussi avoir un lestage qui va lui permettre de s'équilibrer correctement. Et il va également utiliser la technique dite du poumon ballast qui correspondra, grâce à ses poumons, à injecter ou à se remplir ou se vider d'air de manière à monter ou à descendre comme il le souhaite. Nous voici avec Tom qui est en fin de formation de plongeur niveau 1 pour réaliser quelques exercices en piscine. On va commencer par modifier la poussée d'Archimède. En effet, en surface, Tom est en flottabilité positive et pour pouvoir s'immerger, il faut qu'il diminue cette poussée. Il va donc sortir ses bras hors de l'eau, son volume immergé a diminué, tout comme sa poussée d'Archimède, et il a pu ainsi descendre sous l'eau sans palmer. Pour diminuer encore plus la poussée d'Archimède, il suffit de sortir une plus grande partie du corps de l'eau en poussant vers l'eau avec les palmes, comme on le voit sur la vidéo. On s'immerge ainsi plus profondément et plus facilement. Voici les bases de la technique dite du phoque. Flotter en surface ou pour modifier son volume et donc sa poussée d'Archimède en immersion, on utilise un gilet stabilisateur ou stab. Ce gilet peut être rempli en appuyant sur le bouton rouge, généralement de son inflateur. On peut rajouter ainsi plusieurs litres d'air, comme on le voit sur la vidéo. Et ensuite, pour faire baisser la poussée d'Archimède, on peut le dégonfler en tirant par exemple sur la purge haute, ici, purge rapide. Les combinaisons ensuite sont en néoprène et elles augmentent la poussée d'Archimède. Il est donc nécessaire de se lester, c'est-à-dire d'ajouter des masses qui permettent d'augmenter son poids. Ces masses sont en plomb et elles peuvent être ajustées et portées en ceinture ou en baudrier. Eh bien, nous allons terminer cette série de petites vidéos en expliquant la technique du poumon ballast qui permet au plongeur de monter ou descendre de quelques mètres sans utiliser son gilet stabilisateur. Pour monter, il suffit de remplir les poumons d'air sans bloquer sa respiration et pour descendre, il suffit de vider les poumons de l'air qu'ils contiennent. Pour nous entraîner, un petit QCM sur cette partie du programme du BIMER. Donc première question, il y en aura 5 au total. Le poids P, le vecteur poids P est une force verticale dirigée vers le haut, horizontale, dont la valeur s'exprime en kilogrammes. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu et je vous propose la réponse. Le poids P est une force verticale. Alors elle n'est pas dirigée vers le haut puisqu'elle est dirigée vers le bas, vers le centre de la Terre. Elle n'est pas horizontale puisqu'elle est verticale et la valeur ne s'exprime pas en kilogrammes mais en newton. Deuxième question. Le point d'application de la poussée d'Archimède sur un bateau est 4 propositions. Le centre de gravité, le centre de dérive, le centre de carène, le centre de flottaison.
Pareil, je vous laisse réfléchir un tout petit peu. La réponse, c'est le centre de carène. Le centre de gravité de dérive ou de flottaison ne correspondent pas à la poussée d'Archimède. Troisième question. La valeur de la poussée d'Archimède dépend ou dépend-elle de la masse volumique du corps immergé, de la masse volumique du fluide dans lequel notre objet est immergé, du volume du fluide déplacé ou de la profondeur d'immersion? Je vous laisse réfléchir aussi. Alors ici, il n'y a pas qu'une, mais deux bonnes réponses, puisque la valeur de la poussée d'Archimède dépend de la masse volumique du fluide. On l'a vu avec l'eau douce ou l'eau salée, et du volume de fluide déplacé, on l'a vu aussi. La profondeur d'immersion, même si on n'en a pas parlé, ne va pas intervenir, parce qu'à partir du moment où l'objet est immergé, son volume est tout le temps le même, complètement immergé, son volume est le même, et ça ne dépend pas de la masse volumique du corps immergé, puisque ça ne dépend pas de la masse de l'objet. Quatrième question. Dans de l'eau douce, un objet flotte, on ajoute du sel dans l'eau, que va-t-il se passer? Donc 4 propositions. L'objet va couler, rien ne change, le volume de fluide déplacé augmente, le volume de fluide déplacé diminue. Je vous laisse chercher. Alors ici, il n'y a qu'une bonne réponse, et la bonne réponse est le volume de fluide déplacé diminue, puisque si la masse volumique du fluide augmente, la poussée d'Archimède va augmenter, et autrement dit, l'objet va être un peu plus poussé vers le haut. Autrement dit, il va un peu plus sortir de l'eau, et le volume de fluide déplacé sera plus petit. Dernière question. Un objet flotte à la surface d'un fluide si la poussée d'Archimède est plus forte que le poids, la poussée d'Archimède est égale au poids, la poussée d'Archimède est plus faible que le poids, ou aucune des 3 réponses précédentes. Pareil, quelques instants. Et la bonne réponse est la poussée d'Archimède est plus forte que le fluide. On parlera de flottabilité positive. Si c'est égal au poids, ce sera neutre. Et si c'est plus faible que le poids, ça sera négatif, c'est-à-dire que notre objet va couler. Je vous propose une petite question supplémentaire. Un navire aura un tirant d'eau qui augmente lorsqu'il naviguera dans une eau plus froide et plus salée. Réponse 2, plus froide et moins salée. Réponse 3, plus chaude et plus salée. Réponse 4, plus chaude et moins salée. La bonne réponse est la 4. En effet, un navire aura un tirant d'eau plus grand, c'est-à-dire qu'il s'enfoncera plus s'il navigue dans une eau plus chaude et moins salée. Essayons de comprendre pourquoi. Alors, à quoi sert ce graphique? En effet, vous constatez qu'en ordonnée, on a porté la masse volumique, en abscisse, on a porté la température de l'eau, et la salinité de l'eau est ici représentée par différentes couleurs sur les courbes. On constate que la masse volumique de l'eau diminue, d'une part quand la température de l'eau augmente, et d'autre part quand la salinité de l'eau diminue. On rappelle la formule qui donne la poussée d'Archimède exercée par l'eau, c'est le produit de la masse volumique de l'eau par le volume de la carène, c'est-à-dire le volume du navire immergé, multiplié par G. On constate que la poussée d'Archimède est proportionnelle à la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire que si la masse volumique de l'eau diminue, la poussée d'Archimède diminue. Si l'eau est plus chaude et moins salée, d'après le graphique, la masse volumique de l'eau diminue. Donc la poussée d'Archimède diminue. Comme le poids du navire est constant, pour que FA compense P, il faut que le volume de carène augmente, c'est-à-dire que le navire s'enfonce davantage dans l'eau.